La candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle qui se précise, le retour de koh qui fête ses 20 ans et dont le succès est intéressant à analyser, le début des Jeux paralympiques à Tokyo ou encore une histoire de drogue et de bitcoin en Suède. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et au passage, je voulais juste vous remercier pour tous vos retours sur les nouveautés dans ce format, ça fait super plaisir et on va continuer à tester encore plein de choses sur ce format des actus du jour dans les prochains jours pour continuer à vous informer au mieux. Allez, on commence tout de suite avec un premier sujet. On va parler de la potentielle candidature du journaliste et polémiste Éric Zemmour, généralement classé à l'extrême droite, pour l'élection présidentielle qui arrive dans moins d'un an, en avril 2022. Alors l'un des éléments qui laisse penser qu'Éric Zemmour va se présenter à la présidentielle, c'est la sortie mi-septembre de son nouveau livre qui s'appelle La France n'a pas dit son dernier mot, qui contient en fait, pour faire très simple, ses idées pour la France et qui, on ne va pas se mentir, ressemble quand même beaucoup à un début de programme pour la présidentielle avec ses idées. Mais alors, est-ce que Éric Zemmour peut vraiment être candidat? Eh bien, c'est quand même important de mentionner que pour être candidat à la présidentielle, faut en effet remplir plusieurs conditions et il y a 2-3 de ces conditions qui peuvent potentiellement poser problème à Éric Zemmour. L'une des premières conditions, c'est que pour être candidat, il faut obtenir la signature, le parrainage de 500 élus français, donc ça peut être des maires, des députés, etc., etc. Il faut donc en avoir 500 pour être candidat, qui sont d'ailleurs répartis un peu sur tout le territoire. On va avoir d'ailleurs l'occasion d'en reparler, puisque pour les gros candidats, c'est toujours quelque chose qui est pas trop un problème, et à l'inverse, pour les plus petits candidats, bah, c'est un vrai défi d'arriver à récolter ces 500 signatures pour se présenter à la présidentielle, et donc vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines. Mais là, en l'occurrence, eh bien, plusieurs médias, dont BFM TV, affirment qu'il aurait déjà récolté la promesse de signature d'une centaine d'élus et que des dizaines de militants pro-Éric Zemmour vont à la rencontre des élus en ce moment pour récupérer ces signatures. Mais pour autant, donc, c'est pas quelque chose de gagné. Il faudra voir jamais il se présente vraiment ce qu'il en est de ces signatures dans les prochaines semaines et les prochains mois. Le deuxième obstacle potentiel important pour Éric Zemmour, c'est la question de l'argent. Une campagne électorale, ça coûte cher et ça peut se chiffrer en millions d'euros pour organiser des meetings, des rassemblements, etc. notamment. Et souvent, ce sont les partis politiques qui aident. Le fait d'avoir un parti politique structuré avec des financements, déjà des élus, etc., ça peut aider en complétant tout ça avec, pourquoi pas, des dons des citoyens. Mais le truc, c'est que Éric Zemmour, aujourd'hui, n'a pas de parti, contrairement, par exemple, à Marine Le Pen, qui fait partie du Rassemblement national. Et donc, ça peut éventuellement lui poser problème en termes d'argent et en termes de structuration et d'organisation. Après, pour nuancer, ça reste quand même possible. Et d'ailleurs, par exemple, Emmanuel Macron n'avait pas de parti à l'époque. Il avait créé son propre mouvement, le mouvement En Marche, et avait récolté de l'argent pour faire campagne. Bref, sa candidature n'est pas encore officielle, mais en coulisses, tout est en train de s'organiser visiblement pour que ce soit potentiellement le cas. En fait, selon certains, il attendrait de terminer la promotion de son livre pour pouvoir ensuite se déclarer officiellement candidat et quitter à ce moment-là son poste de chroniqueur à CNews, puisque légalement il ne peut pas cumuler le poste comme ça de chroniqueur sur une chaîne de télévision et de candidat à la présidentielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa candidature n'est pas vue d'un très bon œil par certains politiques, notamment à droite du côté du parti Les Républicains et du Rassemblement national, qui ont peur que Zemmour vienne leur prendre des voix. L'impact d'une potentielle candidature d'Éric Zemmour est donc encore incertain et on verra ce qu'il en est dans les prochains jours, s'il décide effectivement ou pas de se présenter à la présidentielle. Allez, on continue avec un sujet un peu différent. On va parler de koh qui est de retour ce mardi sur TF1, qui fête ses 20 ans et vous allez le voir, c'est très intéressant à analyser. Alors pour ceux qui n'ont jamais regardé, très rapide présentation quand même, le principe de l'émission, c'est que 20 aventuriers tentent de survivre le plus longtemps possible sur une île déserte en essayant de remporter aussi des épreuves pour espérer gagner l'émission. Si c'est intéressant à analyser, c'est parce que 20 ans après sa première diffusion, koh est toujours aussi populaire. Il y a en moyenne 5,7 millions de personnes qui regardent koh. Ça fait donc environ 8,5% de la population française pour faire très grossièrement la stat. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que koh attire énormément de jeunes, et ce à l'heure où eh bien, les jeunes regardent quand même de moins en moins au fil des années la télévision. Mais alors comment expliquer le succès de koh? Eh bien déjà, comme le souligne le directeur
créateur des programmes de TF1, koh recréait une sorte de micro-société sans filtre avec des gens de différents horizons et du coup les spectateurs qui suivent l'émission peuvent s'identifier ainsi à certains personnages puisqu'il y a différents personnages qui représentent peut-être différentes parties de la population au sein de l'émission. L'autre élément qui pourrait expliquer le succès de koh Lanta, c'est que c'est une émission qui arrive à rassembler des gens devant la télé, en famille ou entre amis, et selon Philippe Nouchi, spécialiste des médias, cité notamment par le Journal du Dimanche, c'est finalement quelque chose qui est devenu assez rare aujourd'hui, de se retrouver comme ça autour d'un programme, puisque aujourd'hui on a tendance à avoir chacun son écran et suivre vraiment ce qui nous intéresse soi-même. Or là c'est donc tout l'inverse. Tout le monde regarde et on en parle soit entre amis, en famille ou alors directement sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce qui illustre le succès, c'est le grand nombre de candidatures reçues chaque année par la production pour participer à cette aventure. Il y a entre 20 000 et 30 000 personnes qui postulent chaque année et à la fin, il y a seulement 20 candidats qui sont gardés. D'ailleurs, pour l'anecdote, la production retient généralement uniquement des dossiers de gens qui candidatent depuis plusieurs années et donc qui tentent année après année. Et du coup, pour convaincre les casteurs, certains n'hésitent pas à faire preuve d'un peu d'inventivité. Et donc ça donne lieu à certaines personnes un peu plus motivées, originales que d'autres. Par exemple, Sam, donc un candidat de koh Lanta, qui lorsqu'il avait postulé, avait fait du feu dans le hall de l'hôtel pendant le processus de sélection. Bref, en 20 ans, koh Lanta est devenu un véritable phénomène et donc ça me semblait assez intéressant à analyser aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette question du succès de koh Lanta, ça fait écho à un livre que j'ai lu il y a ce week-end en fait, qui s'appelle Télé-réalité. C'est un roman d'Aurélien Bélanger et c'est un livre, un roman qui devrait vous intéresser si jamais justement cette question de la télé-réalité, du monde de la télévision vous intrigue ou vous intéresse. C'est un roman en fait très inspiré de faits réels où on se plonge dans le monde de la télé dans les années 90, 2000 et donc notamment dans cette émergence de la télé-réalité en France. Donc voilà, écoutez, c'est la petite recommandation lecture du jour, Télé-réalité d'Aurélien Bélanger. Très bon roman, je sais mais c'est un sujet qui vous intéresse. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence en France. La Haute Autorité de Santé a recommandé l'injection d'une 3e dose de vaccin contre le coronavirus pour les plus de 65 ans et pour les personnes les plus fragiles, et ce dès le mois de septembre. Alors cette 3e dose, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est une dose de rappel qui a pour objectif de maintenir l'efficacité du vaccin, car les scientifiques estiment que le vaccin contre le coronavirus est efficace seulement jusqu'à 9 mois après la première injection pour les populations fragiles. De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirme que cette 3e dose concernera uniquement les plus de 65 ans ou les plus fragiles qui ont reçu leur 2e injection il y a plus de 6 mois. Pour ce qui est du reste de la population, rien n'a encore été précisé et donc on verra si le reste de la population aussi doit avoir une 3e dose dans les prochains mois. Alors on continue avec une 2e actualité assez insolite. Cette fois-ci en Suède, un trafiquant de drogue a reçu plus d'1 million d'euros en bitcoin de la part de la justice. Alors je sais, dit comme ça c'est un peu bizarre, mais en fait il y a 2 ans, il a été arrêté pour avoir vendu de la drogue sur internet et la justice a voulu confisquer assez logiquement les gains de son trafic de drogue. Alors en l'occurrence, il avait 36 bitcoins et la justice a cru bien faire en inscrivant dans le dossier l'équivalent de la somme, alors en couronne suédoise vu que c'était en Suède. Et donc à l'époque, 36 bitcoins ça valait environ 100 000 euros et donc il y avait l'équivalent de 100 000 euros qui était inscrit sur le dossier. Mais le truc, et c'est là que ça devient un peu bête, c'est que la justice a mis du temps pour vendre les fameux bitcoins du trafiquant pour récupérer les 100 000 euros et entre temps, eh bien, le bitcoin a explosé et donc le prix du bitcoin a explosé. Il a suffi de vendre uniquement 3 bitcoins pour rembourser à la justice les 100 000 euros qui étaient inscrits dans le dossier et que le trafiquant devait rendre comme ça à la justice. Conséquence, donc, je vous la fais courte, mais le résultat c'est quoi? Eh bien, légalement, les 33 bitcoins qui restaient ont dû être rendus aux trafiquants, ce qui représente donc aujourd'hui 1,4 million d'euros qui ont été donnés ainsi aux trafiquants grâce à l'explosion du bitcoin. Bref, je sais pas, j'ai aimé l'histoire et le résumé très rapide comme ça était bien clair, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais en tout cas c'est une histoire assez folle en matière de crypto-monnaie en Suède. Allez, enfin, pour terminer, la dernière actualité du jour, c'est du sport. Aujourd'hui, c'est le début des Jeux paralympiques à Tokyo au Japon. C'est donc une version des Jeux olympiques destinée aux athlètes en situation de handicap. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce mardi à 13h
20h heure française, et ces jeux vont durer 2 semaines à huis clos, donc sans spectateurs, et ce jusqu'au 5 septembre. Cette année, il y aura 22 disciplines à suivre qui sont adaptées évidemment à chaque fois pour les différents types de handicap. On vous a d'ailleurs présenté plusieurs sports paralympiques sur notre compte Instagram hugodécrypte.sport. Donc voilà, je mets ça un sujet qui vous intéresse, que vous voulez découvrir un peu plus les sports paralympiques, et bien je vous mets ça directement en description, le nom du compte hugodécrypte.sport. N'hésitez pas à vous abonner. Alors le débat hier, c'était encore du sport décidément. Les joueurs de l'OM ont-ils eu raison de refuser de finir le match contre Nice après les débordements? Vous le voyez, vous êtes une immense majorité à dire que oui, ils ont bien fait de ne pas jouer ce match. Si jamais vous savez pas trop de quoi on parle, je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée hier soir sur cette même chaîne YouTube. Quant au débat du jour, eh bien c'est le suivant: Éric Zemmour serait-il capable de remporter l'élection présidentielle? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous vous abonnez, pourquoi pas au passage, et là vous allez dans l'onglet discussion communauté et vous avez le sondage du jour et les sondages du jour précédent si ça vous intéresse. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain du coup pour une nouvelle vidéo.